Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue. Voici les titres de ce journal. Fin à Accra au Ghana de la réunion des crises des ministres de la Santé et de l'espace CEDEAO. Il s'agit de mutualiser les efforts afin de contrer l'épidémie du virus Ebola qui continue de s'étendre en Afrique de l'Ouest. Près de 3 ans après la chute du colonel Muammar Kadhafi, l'espoir d'une transition démocratique s'évanouit en Libye. Le pays est au bord de l'implosion. Le gouvernement provisoire a rendu sa démission. Une invasion acrédienne menace la sécurité alimentaire de quelques 13 millions de Malgaches. Les experts malgaches et ceux de la FAO tentent de trouver une solution à ces phénomènes récurrents sur la grande île. Voilà pour le sommaire. Fin donc ce jeudi à Accra au Ghana de la réunion de crise des ministres de la Santé et de l'espace CEDEAO consacrée à l'épidémie du virus Ebola. Objectif de la rencontre, renforcer les stratégies afin d'arrêter cette épidémie qui a déjà fait plus de 1400 morts. Les ministres ont identifié les difficultés, formulé des recommandations pour y remédier compte tenu de la gravité de la maladie. La cérémonie s'est déroulée donc en présence du président ghanéen John Dramani Mahama, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux à Accra, Youssouf Diouara et Daouda Kamati. Cette assemblée extraordinaire des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola se voulait plus pragmatique sur les mesures de lutte et de prévention appliquées sur le terrain. Elle a permis de faire le point de la situation dans les pays touchés et s'enquérir des dispositions préventives dans les autres territoires de la sous-région dont aucun des populations n'est encore infecté par le virus mortel. Face à des systèmes de santé défaillants et par la porosité des frontières, il urge pour l'espace ouest-africain de prendre des mesures appropriées, non seulement pour contenir l'épidémie, mais l'éradiquer de façon définitive. Au stade actuel de l'évolution de l'épidémie, la prise de conscience pour une mobilisation générale efficace est plus que nécessaire à tous les niveaux. Ces choses faites au niveau politique, comme en témoigne la présente rencontre. Il faudra toutefois que tous les secteurs se sentent concernés et impliqués, et cela jusqu'au niveau communautaire, afin de garantir l'efficacité des mesures de protection et de lutte préconisées par les instances sanitaires et le personnel de santé. Très opportune et à bâton rompu, les ministres n'ont fait l'ombre d'aucun sujet pendant cette réunion pour apporter une réponse commune et efficace à ce fléau qui, en si peu de temps, a déjà fait plus d'un millier de morts. Justement, à la question de la fermeture des frontières terrestres et aériennes décrétée par certains pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et l'interdiction des vols de certaines compagnies aériennes, l'Organisation mondiale de la santé juge cela déplorable. Pour elle, par ces décisions non conformes aux règles édictées, elle rend la lutte plus difficile et augmente la stigmatisation, toute chose contraire aux objectifs de la CEDEAO qui se veut être intégrateur et solidaire envers les populations d'un même espace. L'esprit de la CEDEAO, c'est un esprit d'ouverture, c'est un esprit de solidarité entre les peuples de notre région. Naturellement, les gouvernements ont la responsabilité de protéger les populations et en fonction des réalités nationales. Ces gouvernements ont été amenés à prendre un certain nombre de mesures. Justement, la réunion d'Accra a pour but de revoir toutes ces mesures, d'examiner leur efficacité et leur conformité avec les règlements de l'Organisation mondiale de la santé. Et comme je l'ai dit, que nous apportions la protection nécessaire aux populations sans déroger à notre devoir de solidarité. Pour le président du Ghana, John Dramani Mahama, il faut fédérer les synergies et coordonner toutes les actions entre les pays et renforcer la surveillance au niveau des frontières. Aussi, il a insisté sur la formation et la motivation des agents de santé afin qu'ils jouent leur rôle de manière efficace avec le moins de risques possible. Le Mali ne connaît aucun cas du virus Ebola sur son territoire. L'assurance est du ministre malien de la Santé qui prenait part donc à cette rencontre d'Accra. Je vous propose de l'écouter. Un des aspects de la prévention, c'est certainement le cordon sanitaire aux frontières.
c'est un aspect sur lequel nous insistons. Nous avons des postes de contrôle à chaque entrée avec les pays affectés. Et nous avons des équipes fixes et des équipes mobiles qui circulent. Vous savez qu'il y a une zone de fréquentation très peuplée entre la Guinée et le Mali, la zone aurifère. Et donc il y a des populations qui travaillent dans cette zone, indifféremment des pays du Mali, du Sénégal, de la Guinée. Et donc par rapport à ces zones-là, nous avons des brigades communautaires qui circulent et qui contrôlent un peu l'apparence des populations. Et chaque fois qu'il y a des signes de maladie, on alerte les services de santé qui se rendent sur place. Et nous avons eu l'occasion quelquefois de repérer des individus, de les isoler, de prendre leur prélèvement et de contrôler en laboratoire. Et jusqu'à présent, Dieu merci, tous ces cas se sont révélés négatifs. Et malgré les mesures prises, l'épidémie du virus Ebola, lui, continue de s'étendre en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal vient d'annoncer un premier cas confirmé sur son territoire à Dakar, la capitale. Il s'agit, selon le ministère sénégalais de la Santé, d'un cas importé de la Guinée-Conakry voisine. Dans la guerre contre l'épidémie d'Ebola, rien n'est laissé au hasard. Ce nouveau laboratoire mobile est placé en première ligne. Il détecte la présence du virus chez les personnes infectées. Un test réalisé sur place qui fait gagner beaucoup de temps. Dans le passé, pour effectuer le test Ebola, vous deviez envoyer les échantillons à l'étranger, de la Sierra Leone jusqu'à un centre de référence dans le monde. Et dans ces circonstances, le résultat est connu après plusieurs jours, voire une semaine ou plus encore. Ici, nous pouvons avoir les résultats après réception des échantillons en 3 ou 5 heures. Ebola progresse de manière alarmante en Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 3000 cas avérés, dont 1552 mortels. C'est une vraie course de vitesse dans laquelle la communauté scientifique mondiale se mobilise. Les recherches sur un vaccin expérimental s'accélèrent pour aboutir d'ici la fin de l'année 2014. C'est ainsi qu'un premier essai clinique va être réalisé, d'abord aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, en Gambie et au Mali. Dès le début du mois de septembre, près de Washington, 3 volontaires sains vont subir les tout premiers tests, à partir d'un vaccin qui s'est avéré efficace sur des singes. Il faut être prudent lors d'un premier test sur des humains, afin d'être sûr, avant tout, qu'il est sans danger et qu'il n'y a pas d'effets secondaires inattendus. C'est pourquoi il faut avancer tout doucement, avec peu de personnes, que vous allez suivre de près. Dans l'attente des résultats, 10 000 doses de ce vaccin vont être stockées. Sur le front de l'épidémie, le Nigeria annonce, lui, une mauvaise nouvelle. Un 6e décès s'est produit à Port Harcourt, un cas inquiétant qui montre que le virus a cette fois-ci frappé en dehors de Lagos, la capitale économique du pays le plus peuplé d'Afrique. Voilà, la propagation du virus Ebola a créé une certaine psychose dans beaucoup de pays, ce qui a conduit certains à fermer leurs frontières. Pour le ministre ivoirien de la Santé, la fermeture des frontières se justifie, mais quant à son homologue guinéen, elle complique davantage la lutte engagée contre le virus Ebola. Je vous propose de les écouter. La Côte d'Ivoire partage 2 frontières, n'est-ce pas, avec 2 pays frères affectés. Lors de la réunion d'Accra, nous avons nous-mêmes proposé que nous ayons dans la sous-région une même communication, avec bien sûr certaines priorités que l'on peut mettre dans cette communication, certaines spécificités des différents pays. Chez nous, par exemple, c'est la viande de brousse. Si nous avions, je pense, respecté tout cela, je pense que nous n'aurions pas été amenés à prendre certaines mesures restrictives, mais qui ne sont pas définitives. Je tiens à le préciser. Et comme je dis, chaque pays a sa spécificité, a ses réalités. Il y a des pays qui n'ont aucune frontière commune avec les pays affectés, qui n'ont aucun besoin de former. Conviendra avec moi. Il y a des pays qui ont seulement, une seule petite frontière, vraiment très petite, qui n'ont pas besoin parce qu'ils arrivent vraiment à maîtriser. Nous avions des difficultés, surtout au niveau terrestre, parce que nous avons identifié 54 pistes illégales utilisées par tous les passeurs et les migrants. Nous avons nos frontières, comme on dit, qui sont poreuses, et la frontière terrestre utilisée, il fallait à un moment donné, vu le flux important de migrants qui traversaient, il fallait que nous puissions avoir la possibilité de maîtriser. Le président a été catégorique, il a dit qu'il ne ferme pas
les frontières, ce qui est tout à fait justifié parce que c'est inutile. Les frontières sont poreuses, ce sont les mêmes communautés. Les déplacements, on ne peut pas les empêcher et on ne peut pas emprisonner des malades, ce qui n'est pas possible, ou des parents de malades, c'est impossible. Mais par contre, si on veut s'aider, on veut aider les familles, on veut aider les malades et leurs familles, on doit pouvoir assurer la lutte en détectant tous les cas suspects, en les prenant en charge, en faisant attention à leurs familles, en surveillant tous les contacts. Quand on peut faire ces 4 choses, on est sûr de venir à bout de l'épidémie. Je ne condamne pas non plus ceux qui ont fermé leurs frontières. Ça, il faut que je le dise clairement. J'estime qu'ils sont dans un état d'esprit. Ils ne connaissent pas la maladie. Si on doute des dispositifs dans un pays et on estime que ce pays est à même de nous contaminer, là, à mon avis, il faut intensifier la communication avec ce pays, l'approcher, identifier le problème avec le pays et tenter de trouver une solution au problème avec le pays. Voilà, les propos de 2 ministres ont été recueillis par nos envoyés spéciaux à Accra, Daouda Kamate, Youssouf Diouara. Santé encore avant de refermer ce chapitre. Dorothée Akoko Kinde Gazar, la ministre béninoise de la Santé, candidate au poste du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, chercheur, enseignante universitaire. L'actuel ministre de la Santé se présente à ce poste au compte de son pays, le Bénin. Voici son portrait avec Estelle Pazou. Son travail acharné lui a valu une reconnaissance internationale. Entouré ici de ses parents, amis, collaborateurs et de plusieurs personnalités du gouvernement, le professeur Dorothée Akoko Kine Gazar présente son mérite, le prix Harvard 2014 des leaders de la santé. Et comme en de pareilles occasions, plusieurs témoignages aussi consistants qu'émouvants ont salué le mérite de la dame. En choisissant le ministre Kinde Gazar comme un leader de la santé de Harvard, le plus prestigieux des établissements universitaires américains a reconnu le ministre pour son leadership et son engagement politique ferme à améliorer l'efficacité et la qualité des services de santé publique du Bénin. Je suis très heureux de témoigner ici que ce qui est arrivé à notre sœur Kinde Gazar, Dorothée Gazar, professeur agrégé, est quelque chose d'extraordinaire. Une carrière qui commence peut-être maintenant, mais qui déjà est un palmarès éloquent. Dorothée Akoko Kine Gazar est professeure agrégée de parasitologie-mycologie. Elle est ministre de la Santé depuis 2011, un poste qu'elle avait déjà occupé entre février 2005 et avril 2006. C'est en son temps qu'elle a initié le premier téléthon de collecte de fonds pour compléter les fonds de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Cette initiative aura permis de collecter du matériel médical et des fonds qui ont permis l'achat de moustiquaires imprégnés, gracieusement distribués aux populations, des médicaments pour les centres antituberculeux et des antirétroviraux. Elle a fait adopter la gratuité des soins pour les séropositifs, pris des mesures pour renforcer et introduire de nouveaux vaccins dans le programme élargi de vaccination. À sa prise de fonction pour la 2e fois sous l'actuel mandat du président Boni Yayi, elle a initié l'opération 120 jours pour équiper les hôpitaux et centres de santé, qui par la suite est devenue tous les jours pour équiper les hôpitaux et centres de santé. Le 18 mars 2013, elle a rendu opérationnel, avec le soutien du chef de l'État et des partenaires techniques et financiers, le RAME, Régime d'assurance maladie universelle, et a relevé le défi de son effectivité. Dorothée Akoko Kine Gazar mène un combat quotidien pour le bien-être sanitaire des populations béninoises. Ce que je sais de Madame le ministre actuelle, c'est depuis qu'elle était étudiante. Elle faisait montre d'une connaissance profonde. Je pense sincèrement qu'elle peut faire une bonne directrice régionale. Elle a fait montre d'initiative, je dirais, innovante, je dirais même inédite. Je crois qu'elle est capable non seulement d'être directrice régionale, mais d'agir pour toute l'Afrique. Dorothée Akoko Kine Gazar, en son temps et même des années plus tard, l'histoire retiendra une dame qui, de par ses initiatives et ses actions, aura marqué d'une pierre blanche la santé publique au Bénin sous 2 différents régimes.
Que se passe-t-il en ce moment en Libye, près de 3 ans après la chute du colonel Muammar Kadhafi? L'espoir d'une transition démocratique s'est évanoui et le pays est au bord de l'implosion, ce qui a d'ailleurs conduit le Premier ministre Abdallah Al-Thani à la démission ainsi que son gouvernement. Il entend ainsi ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement représentatif de toutes les couches sociales de la Libye. Voyons tout cela avec Albertine Dotsi. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye n'a toujours pas retrouvé le calme. Le pays est sans cesse menacé de dislocation, encore plus aujourd'hui du fait que des groupes rivaux ont installé un parlement parallèle cette semaine. Dans un communiqué publié jeudi soir, le gouvernement d'Abdallah Al-Thani, en poste depuis mars dernier, a présenté sa démission. Selon le Premier ministre, ces décisions entrent dans le cadre de ce que prévoit la Constitution. Il s'agit de laisser la place à une nouvelle équipe qui va devoir s'appuyer sur toutes les composantes de la société. Pour sa part, le porte-parole du Parlement libyen, Faraj Hachem, a exprimé son étonnement face à cette décision du Parlement provisoire, estimant que le gouvernement libyen n'avait pas encore présenté sa démission et que ce même gouvernement avait présenté depuis 2 jours une proposition de remaniement de 18 portefeuilles ministériels. Bien que le gouvernement libyen n'ait pas mentionné explicitement les raisons de cette démission, il a également exprimé son étonnement de l'évolution de la situation dans la capitale libyenne et sa vive dénonciation des violations des maisons et des agressions des habitants. Il s'est toutefois abstenu de spécifier les responsables de ces actes. Rappelons que la Chambre des représentants et le gouvernement ont récemment déménagé à Tobrouk, dans l'est du pays, afin d'échapper aux combats qui se poursuivent dans la capitale Tripoli, désormais aux mains des miliciens de Misrata. Une partie de ces milices vient de réinstaller l'ancien Parlement, le Congrès général national, au sein duquel les islamistes y étaient beaucoup plus présents que dans l'actuelle Chambre, dominée par les libéraux et les fédéralistes. À présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images, toujours commentées par Albertine Dotsi. À l'issue de la réunion de 4 jours à Ouagadougou, la coordination des mouvements politico-militaires du Nord Mali s'est engagée à favoriser un climat de paix et à le consolider. C'est ce qui ressort de la déclaration finale de la rencontre. Les 4 entités ont convenu de l'arrêt des hostilités et de toute forme de violence entre tous les fils de l'Azawad. En Guinée, au moins une vingtaine de blessés ont été enregistrés lors des remous anti-Ebola survenus à Nzékoré, au sud-est du pays, a-t-on appris ce vendredi dans une déclaration relayée la veille par les radios locales. Le préfet de la ville a appelé au calme après les manifestations ayant secoué la ville, désormais sous couvre-feu à partir de ce soir. Les échanges économiques et commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria, qui culminent à près de 382 milliards de francs CFA par an, pourraient chuter cette année à cause de l'insécurité entretenue par la secte islamiste Boko Haram et la fermeture des frontières à cause de l'épidémie d'Ebola, selon les sources officielles. Selon le ministre camerounais du Commerce, la situation pourrait déboucher sur la réactivation de la contrebande. La compagnie britannique Tullow Oil a annoncé jeudi la découverte d'un nouveau gisement de pétrole dans le Turkana, au nord-ouest du Kenya. La compagnie a indiqué qu'elle avait trouvé le pétrole au puits d'exploitation Etom 1, qui est une extension du bassin du sud Lokishar. La CAF a rejeté l'appel du club sportif sfaxien pour délocaliser le match aller de la demi-finale de Ligue des champions orange contre l'AS Vita Club. Le match se déroulera finalement en RD Congo. La requête avait été motivée par l'apparition d'un foyer d'Ebola en RDC. Autre titre de ce journal, Madagascar en proie à une invasion rageuse des criquets pèlerins. Le sud-ouest du pays est ravagé depuis plusieurs semaines. Toutes les cultures sont atteintes selon la FAO. Il faudrait 17 millions d'euros pour traiter par voie aérienne les millions d'hectares touchés. Le ciel de la capitale de Madagascar s'est brusquement obscurci.
Une nuée de criquets envahit la ville. Habitués à ce genre de phénomène, les citadins continuent à vaquer à leurs occupations, mais les agriculteurs, eux, craignent le pire pour leurs champs de maïs et de riz. Dans certains quartiers pauvres, les criquets sont récupérés pour la cuisine. Un véritable danger, selon ce responsable de l'ONU. Dans la campagne que nous menons, nous avons toujours conseillé aux populations de ne pas manger les criquets parce qu'on utilise bien sûr les pesticides pour les traiter et je pense que pour la santé humaine, il ne serait pas du tout avisé que les populations puissent les manger. Seules des campagnes de prévention permettraient d'éviter ces invasions chroniques, mais Madagascar manque de fonds. Et j'en profite donc justement pour faire un appel auprès des partenaires financiers et techniques, notamment pour qu'on puisse se mettre ensemble et pouvoir mobiliser ces ressources qui sont nécessaires pour la deuxième campagne. Et comme je l'ai dit, si on n'arrive pas à mener cette deuxième campagne, il y a un risque. Le risque effectif, c'est qu'on puisse revenir à une situation d'invasion comme il y a cela 1 année ou 2 années. Les causes sont connues. La déforestation favorise la prolifération de ces insectes et la récente vague de chaleur a provoqué leur migration. Depuis 3 ans, ces déferlements imprévisibles fragilisent l'économie de toute l'île. Au Mali, des gros porteurs en provenance de Dakar et des Cailles stationnés depuis plusieurs jours. C'était une véritable scène de désordre à la sortie de la ville de Kati. Une grève des douaniers serait à l'origine de ces blocages. Nos reporters Aminata Mariko et Cheikh Tidiane Koulibaly ont fait un tour. Voici le reportage. Une colonne de poids lourds de près de 2 km s'étendant sur l'autoroute traversant la ville de Kati obstrue la voie au niveau du poste de contrôle de la douane de Kati depuis plusieurs jours. En cause, une grève des douaniers et des transitaires serait l'objet de ce stationnement indéterminé. On rencontre des problèmes difficiles là parce qu'on est bloqué là depuis longtemps, ça fait plus de 8 jours qu'on est là. On ne sait pas à cause de quel problème là. On dit que souvent, on entend les rumeurs là, on dit que c'est le problème de douane ou bien. Mais on ne sait pas vraiment quelle est la cause là. Mais on est bloqué là, ça fait plus de 8 jours. Le problème est que douane transitaire de grève là. Donc à peu près 1 mois en bien. Bon, gala wankan. Bon, on me donne une corotte de tout en valeur donc. On me si en valeur ou bien, fembe bien non. Bon, moi tout le monde a dumunu. Avant, keme flakundo. Donc on a eu keme. Abandonnés à leur sort, les apprentis chauffeurs qui surveillent les conteneurs expriment leur ras-le-bol. On est fatigué, on a mangé beaucoup d'argent ici, on a trop dépensé, on est fatigué, on veut décharger pour rentrer dans notre pays là, parce que notre famille là, il nous manque beaucoup. Ça fait longtemps, on est ici depuis plus de 1 mois maintenant, on est là, il n'y a aucun chauffeur ici, c'est nous les apprentis seulement qu'on est ici pour garder les voitures ici. Bon, on est là aussi, on n'a pas d'argent à manger. Ils ont allé à la maison, ils même donnent même des nourritures à manger là. Si on les a appelés, ils ont dit que là, les voitures, ce qu'on a chargé là, on va les demander, c'est lui-même. Bon, on est là. Il vient aujourd'hui, demain vous allez aller, on n'allait pas. Approché par nos soins, la direction de la douane n'a pas voulu s'exprimer. Une situation qui a de quoi inquiéter les populations qui vont pour certaines voir leurs marchandises s'arrêter à la sortie pendant une durée indéterminée et pour d'autres les prix augmenter et notamment ceux des produits de première nécessité. Heureusement que les pourparlers entre le syndicat des commerçants détaillants du Mali et le ministère des Finances ont porté fruit. C'est là pour le bonheur des consommateurs. Sport, football, la star de football camerounais Samuel Eto'o qui s'est engagé mardi pour 2 ans avec Everton a annoncé mercredi la fin de sa carrière internationale à 33 ans sur son compte Twitter avec 56 buts en 116 sélections. Eto'o a marqué l'histoire de son pays en remportant notamment 2 Coupes d'Afrique des Nations. C'était en 2000 et 2008. Quelles sont les raisons de ces retraits? Explication avec Aminata Mariko. Ce n'est pas la première fois que le natif d'Ngon annonce sa retraite internationale. À 2 reprises déjà, Samuel Eto'o avait déclaré qu'il raccrochait les crampons avec la sélection camerounaise. La première fois avait été avant le match coupé des éliminatoires de la CAN 2013 contre le Cap-Vert. Un retour qui n'avait pas permis au Cameroun de se qualifier pour le tournoi qui se déroulait en Afrique du Sud. La deuxième fois avait été en septembre 2013 après une victoire à Yaoundé contre la Libye 1-0, synonyme de qualification pour les barrages du Mondial 2014. Cette nouvelle annonce est-elle la dernière de Papa Eto'o? Des éléments nous indiquent que oui, qu'il n'y aura pas d'énième volte-face ou retour de la part du nouveau joueur d'Everton.
Dans le cas des éliminatoires de la CAN 2015, le sélectionneur du Cameroun, l'Allemand Volker Fink, n'a pas convoqué le joueur de 33 ans dans sa liste de 25 pour les 2 premières journées contre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire le 6 et 10 septembre prochain. Après que le technicien allemand ait décidé de se passer de Samuel Eto'o, c'est au tour d'Adam Garoua, ministre des Sports et de l'Éducation physique, de choisir Stéphane Biya comme nouveau capitaine des Lions indomptables à la place de l'ancien joueur de Chelsea. Ces différentes manœuvres réalisées par ces 2 hommes marquent que le fait que la Fédération camerounaise de football FECAFOOT prépare tout simplement l'après Samuel Eto'o. Face à ces changements radicaux, Samuel Eto'o, qui à plusieurs reprises critiqué le fonctionnement de la FECAFOOT de corruption, s'est donc retiré et c'est pour de bon. Le Camerounais de 33 ans, 56 buts en 116 sélections a choisi Twitter et Facebook pour annoncer à ses fans à travers le monde sa retraite internationale, prenant le soin de souligner que c'est définitif. Après 17 années passées en sélection, le roi lion indomptable Samuel Eto'o arrête la sélection en ces termes. Je vous informe par la présente que je mets un terme à ma carrière internationale. Merci à toute l'Afrique, à mes fans pour leur amour. Merci à toi aussi, Papa Eto'o. Superbe. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite du programme tout à l'heure à 20h30. À votre avis, avec cette question, les objectifs du millénaire pour le développement à une année de la date butoir, où en est-on en Afrique? Où en est-on en Afrique? Donc c'est un débat mené par Boubacar Mariko. Juste après à 21h30, Afrique Info première partie, et à 22h15, votre série Saloni. Passez d'excellents moments à notre compagnie. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.